Développement spatial, conquête spatiale, on en parle avec notre invité, Francis Rocard. Merci d'être avec nous. Vous êtes planétologue au CNES, le Centre national d'études spatiales, basé à Paris. C'est l'agence française de l'espace, on peut dire ça comme ça. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de voir beaucoup de débris dans l'espace. À quel point l'espace est-il pollué et avec quelles conséquences ? L'espace est pollué effectivement suite à des erreurs ou des actes délibérés. Je pense des erreurs, je pense à certaines explosions d'étages de fusées. Donc d'un gros débris facilement repérable, on en fait 10 000, tout petit, extrêmement difficile à repérer. Il y a eu des actes un peu, notamment de la Chine, qui a fait un test en explosant un satellite, qui a lui-même, on le voit sur les courbes, considérablement augmenté les débris. Donc ça devient préoccupant. Et même si le scénario Gravity est un peu excessif, la réalité c'est qu'il y a un risque potentiel, surtout si on continue. Mais quel est ce risque en fait? Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple qu'un satellite soit endommagé, qu'il n'y ait plus de communication sur la Terre? Est-ce que c'est par exemple un risque? Et quels sont les autres? Le risque, c'est un risque de collision. Dans l'espace, tout va très très vite. Vous vous promenez à 40 000 km/h ou 27 000. Donc le moindre contact entre deux objets se fait à très grande vitesse. Et ça, Gravity le montre très bien. Donc si vous avez un grain de poussière qui percute un hublot, ça peut faire un trou dans un hublot. Et si vous avez un trou dans un hublot, vous avez une fuite d'air et vous avez potentiellement un équipage qui peut mourir. Donc Or, ces grains de poussière sont totalement invisibles. Il n'y a que les gros débris qu'on arrive à repérer, typiquement 10 cm. En dessous, on ne les voit pas. Donc, il y a une part de risque et donc il faut limiter la production de débris qui se nettoie naturellement après. Alors, question qu'on se pose quand on est, nous, sur le plancher des vaches, pour dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un risque quand on est, nous, ici sur Terre? Alors, en termes de débris? Oui. Est-ce qu'un de ces débris, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un de ces débris arrive sur Terre? Ça arrive. Ça arrive. Et quand un très gros débris, c'est-à-dire une station spatiale, fait une rentrée, on fait en sorte de la faire tomber à l'endroit qui est le moins habité de la planète, c'est-à-dire l'océan Pacifique, qui est le plus grand océan. Donc c'est ce qui a été fait avec Mir, et c'est ce qui sera fait avec la Station spatiale internationale, qui sera déorbitée en 2024-2028. À un moment ou à un autre, il faudra la faire tomber. Et effectivement, on visera plutôt l'océan Pacifique, et à ce moment-là, ça va faire un grand splouf. Et voilà, et vous allez avoir des morceaux qui vont tomber au fond, et donc non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand vous avez des rentrées accidentelles non contrôlées. Là. Partons maintenant chasser des comètes, si vous le voulez bien. La sonde Rosetta, nous dit-on, s'est réveillée. Que s'est-il passé lundi à 10h en temps universel à plus de 800 millions de kilomètres de la Terre? Il s'est passé que le réveil a bien sonné. Et le réveil était programmé pour être à 10h. Et donc à 10h, la sonde s'est réveillée. Et le calculateur de bord s'est remis en route. Il y avait tout un programme à bord automatique qui consistait surtout à la réchauffer. Et donc on réchauffe certains sous-systèmes, les senseurs d'étoiles, etc. On se met vers la Terre, on arrête de la rotation, donc on se met en stabilisation fixe. Et on oriente l'antenne vers la Terre. Et la sonde a envoyé un message en disant « Oui, je suis réveillé, je suis là. Voilà en gros dans quel état je suis ». Alors, Rosetta a été lancée il y a 10 ans déjà, en 2004. Pourquoi avait-elle été mise en sommeil? Parce que Rosetta est alimentée par des panneaux solaires et dans sa trajectoire pour rencontrer la comète Churyumov-Gerasimenko, on va pratiquement à la distance de Jupiter et là on n'a plus assez d'énergie pour réchauffer la sonde, donc on est obligé d'éteindre tout ce qu'on peut éteindre et d'utiliser le très peu d'énergie qu'on a pour réchauffer les parties vitales. Donc voilà, donc la procédure consiste à se mettre en hibernation en la faisant tourner sur elle-même et ça se passe très bien pendant 2 ans et demi. À quoi va servir Rosetta? Pourquoi est-elle si loin de la Terre et à quoi va-t-elle servir? Alors pourquoi elle est si loin? Parce qu'on va rechercher une comète qui, elle, passe en gros entre Jupiter et le Soleil. Et Jupiter, c'est à 750 millions de kilomètres de la Terre. Et donc, on est obligé d'aller loin parce qu'on est obligé d'avoir une trajectoire parallèle. Donc, on est obligé de se mettre sur la trajectoire de la comète, en fait. Et ça ne peut être que très progressif, très lent. Et ensuite, on va freiner, parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus vite que la comète. On va freiner beaucoup pour avoir un rendez-vous cet été avec la comète. Et on verra ce noyau cométaire que personne n'a jamais vu de très près. Et alors, à quoi va servir d'observer cette comète? Qu'est-ce que ça va nous enseigner?
Les comètes sont des objets les plus primitifs qui soient. Ils se sont formés quand le système solaire, c'est-à-dire le Soleil, les étoiles, les planètes se sont formés, il y a 4,5 milliards d'années, et elles sont restées très très froides. Et vous savez, quand vous mettez des ingrédients au congélateur, vous les conservez très bien, ils ne bougent pas. C'est exactement la même chose avec les comètes. Elles sont restées très très froides, elles n'ont pas bougé, et on espère trouver des informations de ce qui était le système solaire au moment où il s'est formé. Merci Francis Rocard pour cette balade dans l'espace.